Bienvenue sur Schema Publica, bonjour à tous, je suis Antoine Boité, journaliste pour Schema Publica. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet clé, les nouvelles régulations européennes et leur impact sur les entreprises. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Diane de Saint-Afrique à ma droite, docteur en droit et professeur à Schema Business School, spécialiste du droit des sociétés, de la gouvernance et de la RSE. Diane, vous êtes l'auteur de plusieurs études sur le devoir de vigilance, dont un récent rapport publié sur Schema Publica, et vous menez une enquête sur l'application de la directive CS3D qui entrera en vigueur normalement en 2026, on en reparlera. À vos côtés, à ma gauche, Dafer Saïdan, professeur et directeur de l'Observatoire international de la finance durable à Schema Business School. Dafer, vous êtes expert en finance verte, vous explorez comment conjuguer régulation et compétitivité, notamment à travers des approches alternatives comme l'autorégulation. Alors ensemble aujourd'hui, nous allons discuter des tensions entre contraintes réglementaires et compétitivité des entreprises, ainsi que des pistes possibles pour une transition plus équilibrée. Alors d'abord une première question à tous les deux, Dafer et Diane. Avant d'entrer dans le vif du sujet, vous pouvez nous présenter brièvement vos travaux respectifs et ce qui vous a amené quelque part à vous intéresser aux enjeux de durabilité et de régulation des entreprises. Avec Dafer, on a beaucoup travaillé sur ce sujet et nous travaillons beaucoup sur ce sujet. Pourquoi ? Parce que Dafer est spécialiste en finance et moi en droit, et qu'en définitive, on se rend compte qu'aujourd'hui, le développement économique des entreprises passe par le respect d'un certain nombre de matières, en matière d'environnement, de responsabilité sociale et environnementale, qui sont aujourd'hui absolument incontournables, même si elles sont bousculées par la politique récente, notamment des pays hors UE. Et donc c'est ce qui m'a moi amené à m'interroger sur la responsabilité des entreprises et l'impact qu'elles ont tout au long de la chaîne. Et donc j'ai adressé et j'adresse ce sujet du devoir de vigilance des entreprises. Alors, si vous voulez, on s'intéresse à cette question effectivement en binôme, la finance et la réglementation, parce que ce sont deux domaines d'abord qui se complètent. Et j'aimerais préciser qu'on a commencé en fait à se pencher sur ces questions déjà il y a très longtemps, je dirais après la crise de 2007, aussi bien les professeurs et les chercheurs en réglementation, en régulation que les professeurs en finance, on s'est interrogé, on s'est dit, plus rien n'est comme avant finalement. Cette crise nous a vraiment surpris. Elle nous a conduit à remettre en cause un certain nombre d'idées, de principes même. Et donc, chemin faisant, en conjuguant un peu nos efforts, nos travaux de recherche nous ont amenés à revoir en quelque sorte ce paradigme de la finance classique et à nous pencher sur ce concept de finance durable, qui est un oxymore en fait. Parce que la finance et la durabilité, ça s'oppose un peu. Et donc en 2011, on a publié, quand je dis on, c'est-à-dire un ensemble de chercheurs de Schema et d'autres universitaires, on a publié donc un ouvrage qui s'intitule à l'époque « La finance durable ». Une finance pour le 21e siècle, en 2011, donc on est un précurseur déjà, puisque le concept commençait à se développer un peu. Et donc, dans cet ouvrage, en fait, on a essayé de comprendre ce nouveau modèle, ce nouveau paradigme. Et puis, à partir de là, un processus est enclenché au sein de Schema, avec effectivement l'Observatoire international de la finance durable, avec des travaux de recherche appliqués, on aura peut-être l'occasion d'en parler, le Sustainable Performance Indicator, qui est donc un outil de mesure d'impact et de performance durable. Et puis après, évidemment, le MSI, le nouveau programme MSI Sustainable Finance FinTech. Voilà, en substance, un peu comment on en est arrivé là et comment cette conjugaison d'efforts nous a amené à développer, au fond, un peu cette vision aujourd'hui. Alors, on en parlait de la finance verte et des marchés. Dafer, comment vous percevez-vous ces nouvelles régulations ? Pensez-vous que ça freine la compétitivité des entreprises européennes sur les marchés mondiaux, notamment face à des acteurs comme les États-Unis, la Chine Ouais. D'abord, ces deux disciplines, je tiens vraiment à le préciser, sont complètement, je dirais, dépendantes l'une de l'autre.
Il y a même une spécialité, une discipline en matière de recherche en finance, c'est finance et régulation. Donc ça, c'est très très important et vraiment, c'est une chance de travailler avec Diane parce que elle nous apporte au fond l'éclairage, les compétences que le financier de base n'a pas. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la dimension institutionnelle, elle est fondamentale si on veut comprendre le mode de fonctionnement des systèmes financiers dans un pays. Et donc c'est comme ça qu'on a développé, en tout cas on a essayé de comprendre, de conjuguer un peu des concepts tels que le common law, le civil law, le hard law et le soft law dont on parlera sans doute, qui au fond aident à comprendre comment implémenter ce nouveau paradigme, cette nouvelle finance durable, parce qu'il y a un contexte institutionnel, il y a une histoire institutionnelle, donc il y a toute une démarche juridique derrière qui est très importante à comprendre. Et donc de ce fait, on constate qu'il y a une hétérogénéité. Le monde n'est pas, homogène d'un point de vue régulation et donc d'un point de vue institutionnel. Et cette hétérogénéité nous amène à nous interroger sur notre degré de compétitivité, si on met en place de la finance durable ou pas, et comment justement le processus, on en parlera sans doute, le sequencing pour mettre en place tout cela d'un point de vue institutionnel et donc historique aussi. Vous avez posé la question de la régulation européenne. Est-ce que c'est une opportunité ou est-ce que c'est une contrainte? En fait, l'idée maîtresse de la mise en place des normes environnementales, sociales et de gouvernance, qu'on appelle les normes ESG, c'était celle du renforcement de la compétitivité des entreprises de l'Union européenne et du soft power. Ces normes, les trois grandes normes, c'est la CSRD, qui, avec ses publications d'informations durables, c'est la CS3D avec la responsabilité des entreprises tout au long de la chaîne de valeur et la directive cybersécurité. L'idée, c'était véritablement pour les pays de l'Union européenne d'implémenter des normes communes qui permettent, d'asseoir la compétitivité de ces entreprises et de valoriser ces entreprises à l'international. Bon, il s'avère qu'aujourd'hui, force est de constater qu'avec le conflit russo-ukrainien et qu'avec le retrait surtout des États-Unis de l'accord de Paris, les équilibres sont totalement bouleversés et on voit que finalement, cette régulation, elle devient une contrainte, voire même un frein au maintien du développement des entreprises européennes à l'international. Et donc, on est dans un contexte où finalement, on a quand même complexifié énormément la vie des entreprises avec des normes administratives très complexes, avec des coûts très importants, les coûts de mise en conformité, ils sont très importants et sur le plan financier et sur le plan humain. Aujourd'hui, on se rend compte quand même que c'est un frein à la compétitivité, d'autant plus important que si on veut imposer ces normes aux entreprises extra-européennes, elles vont arrêter finalement de travailler avec l'Europe. Et donc, ce fardeau réglementaire qui était justifié, eh bien aujourd'hui il est remis complètement en cause avec la proposition de la Commission européenne et sa fameuse proposition de directive Omnibus qui vient finalement rétropédaler en remettant en cause et la CSRD et la CS3D dans leur application ou carrément en proposant de suspendre ces directives. Alors vous parlez à juste titre de normes, de réglementations qui sont mises en place par l'Union européenne. Certains économistes estiment que l'Europe est en train de surréguler, ce qui crée in fine une bureaucratie assez lourde qui pénalise dans les faits les entreprises. Faut-il opérer un retour en arrière ou plutôt un aménagement, selon vous, des régulations pour assurer à la fois un système qui permet de concilier une compétitivité certaine et la durabilité? Bon, moi je pense que ce pseudo-rétropédalage est plutôt, moi je le qualifierais plutôt de fine-tuning. En fait, l'Europe cherche
à finalement, et je pense que la situation internationale est plutôt, une opportunité pour nous faire réfléchir sur le sequencing, sur la manière de mettre en place ces lois, cette CSRD en particulier, mettre en place au fond un processus qui soit en conformité avec l'échelle temps et l'échelle espace. En d'autres termes, je pense que on a confondu vitesse et précipitation. On a été un peu trop vite. Comme l'a dit Diane, il est évident que les chefs d'entreprise sont conscients du coût de cette mise en place de ces nouvelles normes. Et ces coûts, les actionnaires réagissent. Donc, je dirais, la première version a été appliquée dans un monde de bisounours, où tout était possible, peace and love. Je crois, avec le contexte international, avec la remise en cause un peu d'un certain nombre de principes ou d'accords, font que aujourd'hui on s'interroge sur la question de la compétitivité, comme vous l'avez dit, de la rentabilité de nos entreprises. Et donc, je pense qu'on est en train de revoir l'agenda. Plus révision de l'agenda, de la mise en place de ces stratégies, du sequencing, des différentes séquences, que d'une remise en cause. Je crois que le phénomène est enclenché, et donc on est en train de réviser cela en essayant d'intégrer davantage le temps, c'est-à-dire, au fond, le long terme. La finance durable, c'est quand même le long terme. Et donc, on ne peut pas s'attendre à une rentabilité immédiate ou accélérer le processus pour tout chambouler au sein des entreprises, parce que vous imaginez, il faut de nouvelles directions, des directions RSE énormes, avec des moyens énormes, pour calculer, pour extraire la data extra-financière. Enfin, tout ça, je veux dire, on ne peut pas le faire d'un coup de baguette magique. Donc, voilà, revoir le sequencing en termes de temps et en termes d'espace. C'est très, très important parce que nous ne sommes pas seuls sur Terre. Il n'y a pas que les pays riches, il n'y a pas que les pays européens. Nous avons aussi des partenaires dans les pays émergents. On doit aussi savoir les intégrer, les onboarder, comme on dit, dans ce processus de transition écologique. Et je crois que ces deux oublis, en termes de temps et d'espace, font qu'aujourd'hui, le contexte international est plutôt une opportunité pour réviser au fond un peu la stratégie européenne en matière de transition écologique. Alors les entreprises aujourd'hui, elles sont tiraillées entre la transparence et aussi la réalité du marché. Il s'agit d'appliquer, ou en tout cas de tenter de suivre les normes qui sont mises en place, mais aussi de continuer à faire du business. D'affaires, vous avez récemment travaillé sur le Green Impact Exchange, un projet de bourse verte aux États-Unis. En quoi un modèle basé sur le marché pourrait-il être une alternative quelque part à la régulation imposée en Union européenne ? Voilà, alors c'est un travail que j'ai mené avec un de mes étudiants en master. Et effectivement, c'est une réflexion très intéressante. Dans le fond, la question est dans quelle mesure sortir d'une vision uniquement hard law, la vision européenne, où il consiste à mettre en place, et Diane saura l'expliquer mieux que moi, comment mettre en place de manière, je dirais, directive, un peu cette réglementation, qui, au demeurant, est susceptible de créer des comportements anormaux, c'est-à-dire du greenwashing finalement. C'est en voulant aller vite et en voulant appliquer absolument à la lettre toutes les dimensions de cette loi, finalement on va trouver des brèches, des chemins de traverse en quelque sorte pour la contourner et pour finalement reporter, faire du reporting un peu à la va-vite. Et donc l'idée, c'est plutôt que d'éviter cela, pourquoi ne pas s'intéresser au marché, tendre l'oreille au marché, aux actionnaires. Parce que si l'actionnaire décide de mettre en place une telle stratégie, c'est qu'il en est convaincu. Et derrière, il y a aussi de la rentabilité. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle l'impact investing. C'est-à-dire, c'est de l'investissement à impact avec un impact positif en termes de RSE, en termes d'environnement, de social, de gouvernance, mais aussi en termes de rentabilité financière. Donc c'est plutôt ça, c'est cette réflexion, c'est en quelque sorte un peu ce travail de recherche a voulu, pas choquer, mais amener, inviter à réfléchir sur une alternative. Bon, qui n'est pas nécessairement la meilleure pour l'Union européenne, puisque, comme on l'a expliqué, on est plutôt dans un contexte institutionnel différent de celui des États-Unis.
Alors, vous parliez très justement du risque de verser dans le greenwashing, Diane, en misant uniquement sur des incitations de marché comme le GICS. Est-ce qu'on ne risque pas à terme d'encourager le greenwashing plutôt que d'une véritable transition durable dans les entreprises pour vous ? Moi, je pense très sincèrement qu'aujourd'hui, il y a assez peu de sociétés ou assez peu d'investisseurs qui véritablement versent dans le greenwashing. Je pense qu'aujourd'hui, le mouvement de la finance verte est vraiment un mouvement qui embarque et qui embarque les différentes parties prenantes. Je pense que ce qui est important, c'est de voir, c'est qu'en définitive, aujourd'hui, ce qui va emporter le mouvement RSE, c'est l'implication de toutes les parties prenantes, c'est-à-dire la gouvernance, c'est-à-dire les investisseurs, c'est-à-dire les établissements financiers, les banques, etc. Et donc aujourd'hui, ce qui est promu en termes de finance verte, c'est les investissements durables et écologiques qui vont favoriser la transition écologique. On ne peut pas passer à côté. Et aujourd'hui, très clairement, quand une société ou une banque fait du greenwashing, alors qu'est-ce que c'est que du greenwashing ? Eh bien, ça diverge aussi. Les ONG vont vous dire que le greenwashing, c'est pour une banque d'investir en même temps dans les énergies fossiles et en même temps d'investir dans les énergies vertes. Pour les investisseurs, on va dire qu'il doit y avoir un équilibre. On ne peut pas supprimer tout l'investissement, par exemple, dans toutes les énergies fossiles. Donc déjà, à quel degré est-ce qu'on définit le greenwashing ? Et je pense qu'aujourd'hui, dans un marché mondial qui est très tendu, les sociétés, notamment les sociétés européennes qui sont assez contraintes, ne sont pas versées dans de la communication, on va dire, mensongère. Alors après, j'ai une petite question pour vous deux. Bruxelles semble parfois adopter vraiment un double discours concernant, notamment en matière de finance verte. Elle impose des règles strictes, on en parlait, aux entreprises, mais elle ne s'applique pas toujours à elle-même, ces mêmes règles. Notamment en ce qui concerne les obligations vertes. C'est pour vous le reflet d'un manque de cohérence ? On peut dire que c'est un manque de cohérence parce que, encore une fois, on est sur la finance verte, c'est antinomique ou c'est encore une fois un oxymore. Bruxelles a voulu aller trop vite, me semble-t-il, en mettant en place cette batterie de lois, de réglementations. Vous vous rendez compte, je veux dire, la matrice de reporting de la data extra-financière comporte plus de 300 lignes. Enfin, c'est quelque chose de hallucinant. Enfin, je veux dire, on ne peut pas demander... Donc, c'est un peu irréaliste, en fait. Et surtout, lorsqu'on la décline pour les PME, je veux dire, ça devient impossible à réaliser en temps et en heure. Donc, je dirais que le problème, c'est le télescopage entre cette nécessité de mettre en place des choses court terme et en même temps cette finance nouvelle verte qui implique le long terme, c'est-à-dire qui implique ce qu'on appelle aussi l'altruisme intergénérationnel. On est sur du très long terme. Donc, comment marier fusionner ces deux dimensions ? Donc, d'où la nécessité de marquer un temps de pause et de dire, bon, voilà, il faut revoir l'agenda. Il faut revoir le contenu aussi de l'agenda. Ça ne veut pas dire qu'on va reculer. Vous voyez, puisque le coup est parti, si je puis dire. On ne va pas reculer, mais simplement, je pense qu'on va amender les directives qui ont été prises et qui sont totalement irréalistes. Quand Dafer dit qu'effectivement, la cartographie des risques, aujourd'hui, on doit taguer plus de 100 ou 300 indicateurs, c'est absolument impossible. C'est impossible, notamment pour les PME ou les ETI. Et on sait bien que les PME et les ETI, elles sont finalement impactées par les directives qui sont prises, même si les directives visent des sociétés de grande taille. De toute façon, elles impactent les plus petites sociétés, parce que si les plus petites sociétés ne sont pas capables de faire un reporting, les grosses sociétés ne travailleront plus avec elles. Donc on se rend bien compte que la machinerie est beaucoup trop lourde, elle est beaucoup trop coûteuse et du coup elle n'est pas vertueuse. Pourquoi ? Parce que ça incite au greenwashing, justement. On ne peut pas répondre à tout et donc on va répondre à la va-vite ou on va répondre à côté, etc. Et donc on se rend bien compte qu'on s'est tiré une balle dans le pied. Par rapport à la tension du marché mondial et qu'aujourd'hui il faut revenir à des directives qui vont dans ce sens de la durabilité, c'est le sens de l'histoire, mais de façon plus construite et plus raisonnée. Et puis il y a aussi l'interprétation des règles.
L'interprétation des règles ne sera pas la même suivant que vous êtes une ONG ou suivant que vous êtes un chef d'entreprise. Et quand les règles sont définies de façon trop floue, trop vague, ce qui est le cas par exemple de la loi devoir de vigilance, eh bien ça laisse place à une interprétation qui n'est pas la même pour les différentes parties prenantes. Et en fait, l'idée, c'est quand même que, et ça cette idée on la développe avec d'affaires en parlant de soft law, nous ce qu'on souhaite c'est que les différentes parties prenantes, plutôt de smart law, ce qu'on souhaite c'est que les différentes parties prenantes se mettent autour de la table, et moi c'est le sens de mon étude sur devoir de vigilance, et construisent ensemble une cartographie des risques et une politique qui semble soutenable pour toutes les parties prenantes et en dehors d'une règle imposée par le législateur qui ne comprend pas forcément tous les enjeux ou qui n'a pas pris conscience de tous les enjeux qui existaient pour les entreprises et pour les différentes parties prenantes. Alors, le devoir de vigilance, vous en parliez, cette fameuse directive CS3D qui veut renforcer le devoir de vigilance des entreprises en matière des droits humains et d'environnement. Alors, certaines ONG estiment que la loi de 2007 n'allait pas assez loin. Certaines ONG estiment cependant que la loi de 2017 n'allait pas assez loin, notamment sur la responsabilité des entreprises dans leur chaîne d'approvisionnement. Diane, quelles seraient pour vous les améliorations nécessaires pour éviter un simple exercice de conformité ? Les ONG considèrent que la loi de 2017, qui est finalement une loi très ramassée, qui est une loi qui comporte 4 articles, dont un a été censuré par le Conseil constitutionnel, qui concernait les sanctions, est une loi qui devrait s'appliquer aux sociétés mères avec les relations qu'elles ont avec toutes les sociétés jusqu'au bout de la chaîne de valeur. Ça n'est pas indiqué dans le texte, c'est ce que les ONG souhaitent et les entreprises disent nous on peut vérifier ce qu'on fait avec nos fournisseurs et nos sous-traitants de premier rang, au-delà c'est quasiment impossible. La CS3D, elle, vient exiger maintenant que les entreprises vérifient tout au long de la chaîne de valeur, ce qui est établi et ce qui est fait pour prévenir les atteintes graves en matière environnementale, sociétale et en matière de santé aussi. Et en plus, elle abaisse les seuils des sociétés visées, puisqu'aujourd'hui, ce sont des sociétés de 1000 salariés. Est-ce que c'est soutenable ? Est-ce que c'est raisonnable ? Dans l'enquête que je mène avec les entreprises cotées pour l'instant, elles se sont toutes mises en ordre de marche. Maintenant, quand vous êtes obligé de mobiliser plus de 4-5 personnes à plein temps sur ce thème-là, est-ce que c'est raisonnable ? Est-ce que c'est soutenable ? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Et pour l'instant, on n'a pas de recul nécessaire. Et il y a pas mal de sociétés qui ont été mises en demeure. Pour l'instant, il y a eu un seul procès qui était celui de La Poste. Et on n'a pas de jurisprudence suffisante pour avoir la réponse à cette question. En tout cas, il y aura une nécessaire adaptation. La directive Omnibus, là, le projet de directive Omnibus qui est encore discuté, pour l'instant, il propose, on va dire, une réduction, par exemple, drastique du champ d'application de la CS3D, un affaiblissement des mesures correctives. Donc, ils se rendent bien compte que les exigences étaient beaucoup trop importantes par rapport à la réalité du marché mondial. La suppression de la CS3D, ils reviennent en arrière en disant c'était trop exigeant. Donc il va falloir être plus réaliste, on va dire. Et en ce qui concerne la CSRD, aujourd'hui même, le Sénat examine un projet de loi dont certains amendements proposent carrément l'abrogation de la CSRD. C'est aujourd'hui, ça se passe tout à l'heure à 16h. Donc on voit bien qu'à l'épreuve de la réalité, ces directives qui sont extrêmement exigeantes ne peuvent pas continuer comme ça. Il faut les amender. Alors on n'a pas parlé du contexte aujourd'hui, bien sûr, qui a changé, puisque les rapports diplomatiques et le contexte géopolitique mondial a considérablement changé depuis l'arrivée à la présidence américaine de Donald Trump, ce qui a rebattu les cartes, bien sûr,
de ces directives. Donc bien sûr, il va y avoir, comme vous le disiez justement, une nécessaire adaptation entre les incitations de marché et la mise en place d'un cadre réglementaire pour assurer, quand bien même, une transition écologique qui soit efficace et économiquement viable. Est-ce qu'il faut plus de lois pour vous? Moins de lois? Plus de marché? Moins de marché? Alors pour moi, on est dans l'obésité législative, très clairement. Donc je pense qu'il faut moins de lois et il faut des lois qui soient mieux construites et qui soient construites avec l'ensemble des parties prenantes. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on légifère, eh bien, on doit mettre autour de la table en matière de droit des sociétés, les dirigeants de sociétés, les grandes organisations, AFEP, MEDEF, etc., mais aussi les ONG, et des partenaires français, des partenaires européens, mais aussi des partenaires internationaux, notamment africains, pour essayer de bâtir des lois qui soient économiquement viables et qui soient respectueuses du développement durable qui est absolument nécessaire pour la survie de la planète, tout simplement. Je vais sortir un peu ma boule de cristal, on va essayer de faire un peu de prospective. Une question que je vais vous poser à tous les deux, si on devait aujourd'hui imaginer le paysage de la régulation et de la finance verte, on va dire à un horizon de 10 ans, quelles seraient les tendances majeures que vous verriez émerger? Moi, je ne vois pas de changement majeur. Je ne vois pas de changement majeur. Pourquoi? Parce que, je dirais, la finance, je dirais, a un objectif clair, c'est le financement de l'économie, dans un cadre aujourd'hui qui intègre effectivement les enjeux écologiques. Et je dirais que plutôt que de parler de changement, je dirais il y a des ajustements qui sont indispensables. Encore une fois, aujourd'hui, on ne peut plus, je veux dire, les externalités négatives, le problème des émissions de CO2, le réchauffement, qui est une vérité, je dirais, on doit procéder à un premier ajustement, c'est-à-dire que comment orienter nos financements vers des projets qui provoquerait moins d'entropie, et puis surtout, on est rentré dans une phase, ce qu'on appelle d'anthropocène aujourd'hui. Vous savez que l'homme provoque des externalités négatives en termes d'émissions de CO2 qui sont horribles. Je dirais, on est à plus de 35 milliards de tonnes d'émissions de CO2, alors que avec la révolution industrielle, on était pratiquement, avant la révolution industrielle, à l'ère de l'Holocène, on était pratiquement à zéro. Donc vous voyez que en 2 siècles, je veux dire, il y a quand même des questions à se poser. La finance, pour qu'elle soit durable, il faut encore une fois intégrer le facteur temps. Le facteur temps, c'est-à-dire que nos banques doivent s'adapter aussi, doivent trouver des moyens pour financer ces projets de long terme, mais en même temps en y intégrant la dimension de rentabilité, ce qui n'est pas un exercice facile. Alors pour cela, je crois que on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de lois, on a parlé de règlements, on a parlé de disclosure, de divulgation de données, on a parlé aussi de reporting, mais il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. C'est qu'est-ce qu'on va faire de tout cela? Qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, on devrait construire un nouveau tableau de bord qui indique la vraie vitesse, qui indique le vrai sens de là où on doit aller. Or, pour l'instant, la CSRD et toutes ces lois, en fait, qu'est-ce qu'elles nous disent? Il faut reporter. Il faut faire du disclosure et reporter. Ok, mais le reporting, on va en faire quoi? Si on ne construit pas ce nouveau tableau de bord pour aider nos financeurs à aller dans le bon sens, pour leur dire voilà ce qu'il y a encore à faire comme effort pour atteindre vos objectifs. C'est-à-dire, on nous parle de reporting, mais on n'a pas de boussole, on n'a pas de standard. Et ça, je crois, c'est une réflexion très très importante qu'on doit mener. Et je parle en tant que chercheur, je veux dire, j'ai pas c'est pas du tout d'orientation politique. En tant que chercheur, moi, je suis surpris qu'on parle beaucoup de reporting, qu'on parle de dashboard, d'indicateurs, etc. Et on demande des efforts aux entreprises. Mais
on ne leur dit pas à quoi on va faire, à quoi ça va servir tout cela. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Et pour quelles entreprises Voilà. aussi, parce que ce travail de reporting, s'il est fait uniquement au niveau européen, il ne sert à rien, il est même contre-productif. Il faudrait avoir une réflexion internationale avec l'ensemble des pays pour voir comment on peut avancer sur ces sujets de la finance durable, de la durabilité, du respect des normes ESG. Mais tout seul, le village gaulois européen ne peut pas le faire. Et donc, à force de surréglementer, finalement, on recule en termes de compétitivité et je ne suis pas sûre qu'on avance en termes de durabilité. D'autant qu'on peut percevoir aussi ces régulations et la mise en place de ces directives comme d'énièmes cailloux dans les chaussures des entreprises, dans un contexte économique et géopolitique mondial qui est en perpétuel mouvement, d'autant plus actuellement. Est-ce qu'on va aller vers moins de lois? Est-ce que la loi va être défaite? Il faudrait que la loi soit mieux faite, en définitive, parce que les entreprises ne sont pas contre. Elles ne sont pas contre ce mouvement qui consiste à être plus exigeant en matière de durabilité, plus exigeant en matière de réflexion sur la responsabilité des entreprises le long de la chaîne de production, etc. Elles sont plutôt vertueuses aujourd'hui. On est plutôt dans un mouvement vertueux. Maintenant, on ne peut pas exiger des entreprises qu'elles vous fournissent des indicateurs sur tout et n'importe quoi dont on ne va rien faire et les montrer du doigt ou les sanctionner dès lors qu'elles ne l'auront pas fait. Les lois sont mal construites en définitive. Elles sont trop exigeantes, elles sont trop imprécises et elles vont trop loin. Il vaut mieux laisser les entreprises, par exemple, choisir quelques objectifs qu'elles vont atteindre. Je vous rappelle quand même que la RSE, c'est un mouvement de progression continue, et que toutes ces normes, elles viennent de la RSE. C'était de la soft law qui devient de la hard law. Il vaudrait mieux choisir quelques indicateurs sur lesquels on travaille vraiment en profondeur et pour lesquels on peut prouver que ça a de l'impact sur justement la durabilité des entreprises, etc., plutôt que d'obliger les entreprises à faire des audits sur 300 items et finalement, pourquoi faire? Bon, tout ça, ça inspire évidemment. Qu'est-ce qu'on peut suggérer? Que peut-on suggérer en termes de solutions à la fin de cette réflexion? Moi, très honnêtement, je pense il y a un acteur qui manque dans le paysage de cette finance durable européenne. Il y a l'État, il y a les entreprises, on essaye tant bien que mal de réunir les parties prenantes pour les sensibiliser, les intégrer dans cette démarche pour qu'elle soit une démarche convaincue et convaincante. Mais je pense qu'il manque un acteur, on a parlé du GICS, il manque des agences de notation, il manquerait une agence de notation européenne extra-financière, en fait. Cette agence de notation extra-financière, je dis bien européenne, qui serait indépendante, qui serait au fond une instance publique ou semi-publique, pourrait aider à mettre en place justement des standards, parce que c'est cela aussi qu'on souffre de ce manque de standards, d'indicateurs qui permettraient aux entreprises d'être au fond intégrées dans cette démarche de durabilité, d'économie verte, tout en ayant à l'esprit la question de la compétitivité. L'État seul ne peut pas tout faire. Les États seuls ne peuvent pas tout faire. Donc je pense qu'il y a une sorte d'approche mixte et sans doute la présence d'une agence de notation extra-financière européenne pourrait aider à trouver cet équilibre qui pourrait aussi sauver nos entreprises européennes de la concurrence très dure, et elle sera de plus en plus dure, je dirais de partenaires chinois, émergents également, indiens et autres, et aussi américains, puisque les États-Unis semblent prendre du recul par rapport à ces exigences. Donc voilà en substance un peu cette nouvelle configuration dans laquelle on aurait effectivement
qui se rapprocherait de notre idée de smart law, au fond. Il faut un choc de simplification en matière législative. D'ailleurs, la directive Omnibus, à mon avis, c'est un peu ça, c'est le choc de simplification. On vient simplifier ce qu'on a complexifié depuis plusieurs années et qui n'est pas soutenable, tout simplement. Alors, ce choc, il peut passer effectivement par la proposition d'affaires aussi. Mais ce choc, à mon avis, d'abord, c'est moins légiféré, c'est mieux légiféré avec toutes les parties prenantes et de façon plus réaliste. Alors, on parlait des entreprises européennes. Quels conseils pourriez-vous leur donner pour affronter l'avenir dans les meilleures conditions? Un avenir incertain? Alors, moi, pour ma part, c'est pas un conseil pour les entreprises, mais c'est plutôt une réflexion, je dirais, sur, pardonnez-moi, encore le temps, parce que ça, c'est vraiment une préoccupation. Sommes-nous vraiment dans le bon jeu séquentiel en termes de temps? Nous sommes dans des démocraties qui fonctionnent à horizon de 5 ans, 6 ans, 7 ans, le temps des élections. Le problème, c'est, est-ce que ce dont on parle est compatible en termes de temps avec le jeu démocratique? Est-ce qu'on ne devrait pas extraire, comme on a essayé de le faire pour, je dirais, d'autres questions de nature juridique, est-ce qu'on ne devrait pas extraire cette problématique du débat politique de court terme et ajuster au fond un peu l'organisation de notre démocratie, les rendre plus aptes à intégrer ce souci intergénérationnel, cet altruisme intergénérationnel qui est absent aujourd'hui du jeu démocratique, court-termiste bien entendu. Donc voilà, c'est ça qui me préoccupe et évidemment je pense que c'est une réflexion importante. Alors création d'une instance peut-être supranationale qui effectivement assurerait un continuum serait peut-être nécessaire, c'est peut-être une instance européenne, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un vide qui permet d'assurer ce continuum, cette continuité de l'action. Parce que faire des lois, certes, mais quid du suivi et de l'impact de ces lois. Donc je pense que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut accompagner nos entreprises. Il faut les accompagner et ne pas tomber dans des espèces de contradictions. Aujourd'hui on dit ça, demain on va dire autre chose, etc. Une continuité me paraît importante sur le long terme, absolument. Accompagner, écouter nos entreprises. Oui. Parce que les politiques publiques, finalement, impriment souvent des lois qui sont déconnectées de la réalité des entreprises. Et je pense que si on partait plutôt des entreprises et des dirigeants et des parties prenantes pour créer des lois qui soient adaptées finalement à leurs besoins et qui permettent un meilleur respect finalement des obligations, de nos obligations aujourd'hui, qui sont des obligations pas uniquement économiques, mais en termes aussi environnemental, en termes de respect des droits humains, etc. Ce serait beaucoup plus efficace que d'avoir des lois qui tombent du haut vers le bas. Moi, j'aurais un dernier point, puisqu'on a parlé du temps, j'aimerais finir sur l'espace. Encore une fois, notre vision, il faut le dire, la CSRD en particulier, elle est un peu ethnocentrique. Ça veut dire elle est centrée sur l'Europe, principalement. Or, nos partenaires sont aussi des partenaires des pays émergents, les pays africains en particulier. Et un certain nombre de règlements, je pense au mécanisme d'ajustement, par exemple, ce mécanisme d'ajustement qui permet en fait de taxer nos importations des pays, par exemple africains, ces mécanismes peuvent être préjudiciables. En d'autres termes, il faut qu'on sorte de cet ethnocentrisme et cette injustice climatique. De manière plus précise, lorsqu'on parle de transition écologique, il n'y a pas que l'écologie. Il y a le E, l'environnement, il y a le S, du social, et G, de la gouvernance. Or, lorsqu'on regarde nos règlements sont plutôt centrés sur le E. Et on veut imposer ces règlements au reste du monde, et en particulier à nos partenaires émergents. Ça n'a pas trop de sens. Car leur contribution, si je prends le continent africain contribue à peu près au grand maximum à 4% des émissions de CO2.
On ne peut pas exiger de lui la même chose, hein, les mêmes critères, hein, les mêmes exigences que ceux qu'on exige de nos entreprises. Et donc, je pense qu'il est très important qu'on ajuste cela et qu'on considère aussi l'espace. Les choses ne sont pas dans la même dimension, de la même façon en Europe et puis dans le reste du monde, et notamment dans les pays pauvres. Et je crois que, par exemple, si on prend le cas du continent africain, on a plus besoin de réfléchir sur le S du social et du G de la gouvernance, la pauvreté, l'exclusion, et la gouvernance, les questions de démocratie, etc., des droits de l'homme, etc. Donc, vous voyez, le débat est important qu'on sorte de cette vision uniquement centrée sur l'Europe. Et je crois que c'est une chance d'être à Skema, puisqu'on est une école globale, et ça nous donne cette chance formidable, justement, d'avoir d'autres sensors, d'autres capteurs, voilà, capteurs disons, de vision et clairement de sortir de cette vision ethnocentrique qui est préjudiciable tout de même. Yann a peut-être un dernier mot, un message à l'intention des entreprises face à cette... Eh bien, moi je suis plutôt au soutien des entreprises, on va dire, et je souhaite véritablement que les travaux qu'on mène avec Skema Publica et sur le devoir de vigilance, mais pas uniquement sur le devoir de vigilance, servent les entreprises et j'en appelle aux législateurs pour qu'ils soient plus réalistes et qu'ils permettent finalement aux entreprises de mieux respecter les règles ESG en les rendant plus praticables, on va dire, plus exploitables, en simplifiant toutes ces réglementations qui aujourd'hui sont énormes et qui sont incompatibles avec un développement économique mondial, on va dire. Merci Dafer, merci Diane pour ces éclaircissements, vos expertises respectives. On peut retrouver l'intégralité de cet entretien écrit sur le site du think tank Skema Publica. Et voilà, merci à vous.